Très bien. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, c'est bon. Oui, C'est bon? Et bonjour, bonjour à toutes et tous, hein, et merci pour votre participation à ce huitième webinaire intitulé Devenir exploitant agricole. Pour rentrer dans le vif du sujet sans trop tarder, moi je tiens à insister sur un point, c'est sur le fait que l'agriculture, c'est ce qui fait aujourd'hui, c'est ce qui a fait par le passé, ce qui fait encore aujourd'hui la première richesse économique de notre territoire. Je crois qu'il faut pas l'oublier. On a toujours tendance un peu à opposer parfois agriculture et l'autre économie, hein, mais c'est bien pourtant le même sujet. Alors bien sûr, l'agriculture, elle mérite d'être préservée. Elle a beaucoup subi de pression, notamment foncière, au cours de ces dernières décennies. Mais au-delà de ces mesures qui visent à préserver l'espace agricole, je crois qu'il faut également se préoccuper de la dynamique économique qu'il peut y avoir autour de ce sujet. Et en proposant ce webinaire, hein, sur comment devenir exploitant agricole, c'est aussi notre ambition de traiter de la question économique via l'agriculture. Mais bien sûr, c'est pas le seul levier à mobiliser, hein, pour traiter de cette question, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui va nous occuper pendant une heure. Là aussi, avec un point, je trouve, qui est intéressant, la crise que nous traversons depuis maintenant bientôt un an. S'il faut en tirer quelques éléments positifs, elle nous rappelle que ces métiers de l'agriculture nous sont indispensables et qu'ils sont porteurs de beaucoup de belles perspectives, portées par l'intégration d'innovations technologiques, numériques, écologiques et énergétiques. Donc c'est un secteur qui sait se réinventer, qui sait innover. Alors je suis pas sachant dans ce domaine, donc je vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Je vais vous laisser entre des mains bien plus expertes que les miennes. Et je tiens à remercier, même si Alexandra l'a déjà un petit peu fait, Madame Gallian, Madame Gavini pour leur intervention pour le compte de la Chambre d'agriculture. Elles sauront vous apporter des informations très utiles pour vous aider dans vos projets. Et vous aurez également la chance donc de bénéficier d'un retour d'expérience. C'est toujours intéressant, de Monsieur Legranger pour le domaine du colibri, alors qu'il y a un chien visiblement. Mais trois en moi ce j'en ai un moment. aussi, Ouais. donc c'est très bien. C'est très bien. J'aime bien les chiens. Donc, écoutez, je vais vous laisser profiter de cette prochaine heure, hein, qui sera sans doute riche et très intéressante. Donc, Alexandra vous l'a dit, hein, c'est un webinaire qui est enregistré et donc qui a vocation aussi à nous permettre après de toucher encore plus largement le public qui peut être intéressé par ce sujet. Donc, écoutez, bon webinaire à tous et je te redonne la main, Alexandra, pour la suite. Merci, Julien. Petit point technique, donc vous pourrez poser les questions dans le chat. On n'est pas tellement nombreux, donc vous pouvez laisser la caméra si vous le souhaitez. Voilà, donc on va partager le document et je vais laisser la parole à Nadine Gallian et Anne Gavini, puis par la suite à Olivier Legranger, donc autour de la thématique Devenir agriculteur, un beau projet. Voilà, je vais mettre en mode plein écran. Donc, je vous laisse la parole. Oui, merci Alexandra. Donc tout d'abord, je vais rapidement quand même vous présenter la Chambre d'agriculture. Donc moi, je suis conseillère d'entreprise, responsable de l'activité installation-transmission au sein de la Chambre d'agriculture. Donc la Chambre d'agriculture de Vaucluse, c'est une chambre départementale dont les missions sont précisées par le Code rural et qui a deux grands types de missions. Consulaire, puisqu'elle va représenter les intérêts du monde agricole et pouvoir échanger aussi avec les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, et des missions plus opérationnelles, que ce soit dans le cadre d'expérimentation, de diffusion d'innovation, mais aussi de services aux exploitants agricoles. Et donc, c'est comme ça que former, accompagner tous les agriculteurs tout au long de leur vie, de leur exploitation, qui va de la préparation à l'installation jusqu'à la transmission, ça fait partie de ces objectifs et de ces missions opérationnelles d'une chambre d'agriculture. Donc l'installation et le renouvellement des générations, c'est en plus un des axes stratégiques majeurs des chambres d'agriculture, puisque la tendance depuis quelques années et puis même à l'avenir, c'est un peu la diminution du nombre d'exploitants. Donc faciliter la transmission des exploitations,
faciliter la création de nouvelles exploitations, ça fait partie des objectifs prioritaires de la Chambre d'agriculture. Donc peut-être avant de passer plus en détail sur l'accompagnement des agriculteurs tel qu'on le propose et le témoignage aussi d'Olivier Legranger, peut-être revenir un peu sur l'agriculture sur ce territoire de la Cove. Donc, ça a été dit en introduction, c'est une activité économique majeure du territoire de la Cove et qui se caractérise aussi par une très grande diversité de production, puisqu'on a des vins de renom avec des appellations prestigieuses comme Gigondas, Faqueras, Pomme de Venise, les Côtes-du-Rhône, les Côtes-du-Ventoux. On a aussi des exploitations en maraîchage, avec du maraîchage plein champ, du maraîchage sous abri, du maraîchage hors sol aussi. Des activités de pépinière, notamment des pépinières viticoles, mais aussi des pépinières ornementales. De l'arboriculture avec des productions un peu phares comme le raisin de table et la cerise. Et même si on n'est pas un département d'élevage, on a aussi des exploitations en apiculture, en caprins fromagers, en ovins, en volailles. Donc une diversité de production et aussi une diversité d'exploitations agricoles avec des petites exploitations, des exploitations de taille moyenne ou de plus grandes exploitations. Et en termes aussi de commercialisation, il y a certaines exploitations qui se sont organisées pour commercialiser toute ou partie de leur production en circuit court, à travers des marchés, des magasins de producteurs, à la ferme, ou des circuits plus longs, peut-être plus classiques, en coopérative, en SICA, auprès d'expéditeurs, voire à l'export, notamment pour les viticulteurs. Et c'est aussi une agriculture qui est de plus en plus respectueuse de l'environnement, avec de plus en plus d'exploitations qui sont certifiées en agriculture biologique ou en HVE, haute valeur ajoutée environnementale. Donc, vous voyez une grande diversité d'exploitations avec des systèmes différents, des profils différents, ce qui fait que on a déjà sur ce territoire des modèles différents et en fonction de tout ça, c'est vrai que ça peut, en fonction de vos propres objectifs, puis aussi des opportunités que vous avez, voilà, vous pouvez vous inscrire dans ce territoire et peut-être avoir envie d'y faire quelque chose. Et donc, du coup, c'est là que si vous avez un projet, que ce soit de reprise d'une exploitation existante dans le cadre familial ou dans le cadre hors cadre familial ou une création d'entreprise, vous avez à la Chambre d'agriculture le point accueil installation qui peut vous apporter tout un tas d'informations. Et là, je vais laisser la parole à Anne Gavini, qui est la chargée de mission du point accueil installation et qui va pouvoir vous préciser quel est son rôle et ses missions au quotidien. Oui, bonjour. Donc, Anne Gavini. Donc, dans le cadre de ces missions, la Chambre d'agriculture accompagne les gens qui ont des projets d'installation. Donc, cet accompagnement, on accompagne toute personne ayant un projet d'installation en agriculture. Donc, le point accueil installation a été créé pour ça. Donc, le rôle du point accueil, c'est essentiellement déjà d'accueillir tous ces porteurs de projets, de voir avec eux ce qu'ils veulent faire, sous quelle forme, et d'orienter le porteur de projet en fonction de ses besoins, qui peuvent être des formations personnalisées, des formations courtes, des formations longues, des stages en exploitation. Et donc, on l'accompagne dans le cadre d'une structure qui s'appelle le PPP, le parcours professionnel personnalisé, où on voit avec lui quelles sont les compétences qu'il doit acquérir pour réaliser son projet. Donc, ce pré-projet, en fait, ça sert surtout à consolider et pouvoir voir avec lui quelles sont toutes les facettes nécessaires à acquérir pour pouvoir bien réussir son projet d'installation, quelle que soit la production. Donc, pour ça, on s'appuie sur des formations qui existent, des formations diplômantes, des formations plus courtes faites par diverses structures dans la Chambre d'agriculture, des stages en exploitation chez des maîtres exploitants agréés. Voilà, en fonction des besoins de ces jeunes ou de ces candidats à l'installation, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, on peut les accompagner tout le long de leur projet d'installation.
Voilà, donc, on travaille en partenariat avec différentes structures donc, sur lesquelles on renvoie les gens ou qui nous accompagnent pour pouvoir un peu cerner le projet, que ce soit d'un point de vue technique, juridique ou économique. Sachant que la Chambre d'agriculture, dans le cadre des besoins que peut avoir le candidat à l'installation, on peut voir avec lui aussi pour faire un prévisionnel économique à présenter à des structures. Vous pouvez passer. Vous avez des questions? Pas de questions? Pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas si vous souhaitez une petite précision ou un approfondissement voilà, d'un point, une partie. Donc, l'accompagnement se fait par étapes. Donc, le porteur de projet, il commence par nous remplir un autodiagnostic dans lequel il va présenter son projet et les compétences qu'il a déjà acquises. Une fois qu'il nous a rendu cet autodiagnostic, on va le faire rencontrer 2 conseillers, ce qu'on appelle un conseiller projet, un conseiller compétences, pour mettre en place un plan de professionnalisation personnalisé pour voir s'il y a des compétences complémentaires à acquérir. Donc, dans ce cadre de ce PPP, il y a une session de formation qui s'appelle « Créer ou reprendre son entreprise agricole » dans lequel il rencontre tous les partenaires de l'agriculture avec lesquels il aura affaire en tant qu'exploitant agricole. Et il va commencer à travailler sur son étude prévisionnelle. Donc, cette étude prévisionnelle, en fait, on va voir déjà avec lui, on va vérifier si son pré-projet, il est viable et rentable. Et s'il rentre dans le cadre de ce qu'on appelle un statut jeune agriculteur, on va l'aider pour faire une demande d'aide à l'installation. Dans l'accompagnement se fait avant l'installation, pendant son projet d'installation et aussi après son installation, puisqu'on peut lui proposer ce qu'on appelle un suivi jeune agriculteur pendant les 4 premières années qui suivent son installation. Et dans le cadre de l'accompagnement que font les chambres d'agriculture, on peut faire appel aussi aux conseillers techniques, si c'est nécessaire. D'accord. Donc, par rapport à ce que l'on propose au point d'accueil installation, voilà. Donc, en général, on reçoit au point d'accueil installation à peu près 300 porteurs de projets par an. Et donc, pour les porteurs de projets, en moyenne, 70% ne sont pas issus du monde agricole et les 3/4 ont moins de 40 ans. Donc, pour rebondir sur ce que disait Nadine, en fait, on a beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de gens, et pour rebondir sur ce que disait la première personne, là, en fait, depuis le Covid, on remarque qu'il y a un nouvel attrait au niveau de l'agriculture. Les gens s'intéressent de nouveau à l'agriculture et s'intéressent aux projets. Il y a des projets d'installation qui émergent, qui sont nouveaux, alors que les gens, jusqu'à présent, n'étaient pas forcément intéressés par l'agriculture. Donc, on a un potentiel d'installation qui peut être… on a un volant de possible installation qui peut être important. D'accord. Et donc, voilà, dans le cadre on a fait un petit sondage pour savoir pourquoi les gens veulent revenir à l'agriculture ou veulent s'installer en agriculture. Donc, voilà, les raisons principales, c'est être son propre patron, travailler en extérieur, maîtriser son outil de production, de la production au consommateur, avoir aussi une qualité de vie. Donc, il y a plein de choses qui font que les futurs candidats ont des projets d'installation. En général, c'est un peu la totalité de ces différentes conditions, de ces raisons qui font que les gens cherchent à s'installer en agriculture. Et donc, je vais laisser la parole à Olivier, qui est justement un de ces candidats qui s'est installé. C'est ça. Bonjour à tous. Bonjour, du coup, Olivier Legranger, enchanté. Je me suis installé en 2016. Donc, comme on vous disait précédemment, j'ai suivi le parcours à l'installation de la Chambre d'agriculture qui s'est très bien déroulé. Bon, après, c'est un métier que je fais depuis plusieurs années. Donc, avant de m'installer, je travaillais dans des caves, de la commercialisation, de la production, de la vigne. J'avais un peu toutes les casquettes. Et de par ce fait, j'ai choisi de m'installer et de devenir, comme on disait avant, son propre patron. Parce que c'est sûr que ça amène une qualité de vie et voilà, ça change à peu près tout d'être décisionnaire. Après, voilà, c'est surtout un métier passion. Hein, ne vous lancez pas là-dedans pour gagner énormément d'argent.
Vous allez gagner en qualité de vie, comme on le disait. Mais voilà, c'est solide et il faut être prêt, il faut savoir dans quoi on s'engage. Et je pense que le parcours d'installation vous remet les points sur les i et aide vraiment, justement, on voyait le diaporama avec toutes les structures d'accompagnement et partenaires qui permettent d'accompagner justement les jeunes agriculteurs. Et c'est vrai que le parcours à l'installation validé par la Chambre d'agriculture permet d'avoir des partenariats avec tout ce qui va être banque, tout ce qui va être fournisseur de produits, etc. De vous lancer tout de suite parce que bon, forcément, les finances sont un peu à zéro. Malgré l'aide à l'installation qui peut être fournie si vous êtes qualifié comme jeune agriculteur, qui vous permettra d'acheter un petit peu de matériel et de vous lancer et d'avoir un petit peu de trésorerie pour commencer. Mais c'est long et fastidieux à démarrer. Après, c'est sûr que c'est très important d'être bien accompagné. Donc, merci à la Chambre d'agriculture. Merci à Monsieur Joly, qui se reconnaîtra si jamais il voit la vidéo, de m'avoir accompagné ces quelques années. Et aujourd'hui, moi, ça fait 5 ans que je suis installé. Donc, cette année, je vais recevoir… Oui, dites-moi. Pour éviter de perdre le fil après, tu parlais d'une aide à l'installation. C'est sous forme de subvention ou c'est un prêt? Alors, c'est une subvention en fait, qui nous est accordée en 2 parties. On touche les 3/4 la première année. Donc, ça met quelques mois à arriver, mais ça arrive. Donc, ça fait du bien pour le matériel. Et là, je suis dans ma 5e année. Donc, il faut que je remplisse un dossier pour toucher mon dernier quart d'aide à l'installation qui arrive au bout de 5 ans. Donc, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, si vous faites ça encore aujourd'hui. Moi, c'était d'actualité il y a 5 ans. Donc, aujourd'hui, voilà, cet accompagnement va se terminer avec cette dernière partie d'aide qui complète. En fait, c'est pour… on nous donne cette partie d'aide. Une fois que le projet va être viabilisé sur 5 ans, on prouve qu'on peut être autonome et du coup, on nous donne cette dernière partie d'aide pour continuer. Voilà. On présente un peu plus loin la subvention. D'accord, autant. On en parle après. Oui, ok. Parfait. Du coup, je vais rester un peu dans le projet pour parler un peu plus de mon projet. Donc, moi, je me suis installé en 2016 sur une dizaine d'hectares de vignes, un petit peu d'oliviers aussi. Donc, c'est une exploitation qui était un peu plus grosse. J'ai fait justement ce DJA pour être jeune agriculteur, pour pouvoir être prioritaire sur l'achat des terres, parce que je n'étais pas agriculteur à la base. Donc, rentrer dans le monde de l'agriculture, c'est quand même assez compliqué. Il vous faut des surfaces, ce qu'on appelle des surfaces minimum agricoles pour vous installer. Donc là, le bon point positif, ça a été la SAFER, qui a pu, grâce à la DJA, faire des préemptions sur les terres pour pouvoir me les accorder. Donc, en fait, j'ai eu au total 7,5 hectares la première année. Et ensuite, j'ai racheté, une fois qu'on est dans l'agriculture, qu'on peut s'installer, c'est beaucoup plus facile d'acquérir les terres. Et je suis monté à 10 hectares en 5 ans. Donc voilà pour le point de départ. Donc, c'était une exploitation qui était en coopérative. Tous les raisins étaient amenés en CAFCOP. Donc, moi, j'ai choisi de ne pas acheter des parts de cave coopérative avec les vignes. Donc, j'ai sorti toutes les vignes de la coopérative. C'est quelque chose qu'on a le droit de faire quand on achète. Donc, pour m'installer à mon propre compte, pour créer le domaine du colibri et vendre ma production en bouteille. Voilà, donc 10 hectares. Je produis depuis 5 ans sur une année normale. Donc, l'année Covid, c'est un peu plus compliqué de se projeter. Donc, on se calme un petit peu. Mais sinon, en 3 ans, je fais 45 000 bouteilles vendues à travers le monde, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse. J'essaye de commencer à démarcher un peu les pays asiatiques et une petite partie en France. Excusez-moi. Et une petite partie en France, du coup. Et j'ai un caveau de vente, vous voyez derrière moi, pour la vente en direct. C'est super important. Aujourd'hui, les consommateurs sont très demandeurs de ça. Du circuit court, rencontrer les producteurs. C'est du simple au quadruple d'année en année. Ça marche très, très bien et les gens sont très friands de ce genre de choses. Voilà. Donc ensuite, pour vous parler un peu de l'installation, j'ai acheté tout le matériel de la personne qui exploitait les vignes avant. Donc en fait, je vais tout acheter si vous voulez. Donc les outils pour démarrer, quelques obligations comme les pulvérisateurs pour traiter la vigne, puisqu'il vous faut un certificat pour faire les traitements phytosanitaires. Donc ça, c'est un peu une obligation, faire vos propres traitements, ce qui prouve que vous allez être agriculteur et proche de vos terres, de vos végétaux, de tout ce que vous allez exploiter. Donc ça, c'était un petit point obligatoire. Donc voilà, après le matériel,
et ben, j'y vais au fur et à mesure. Je suis locataire dans une cave, je fais des concessions qui me permettent d'économiser de l'argent, parce que s'installer tout d'un coup, acheter les terres, acheter la structure, donc après, tout dépend de l'âge d'installation et des finances précédentes. Moi, je me suis installé quand j'avais 26 ans. Donc voilà, je ne travaillais pas depuis 15 ans non plus. Donc j'avais un petit pécule de côté qui m'a permis de vivre aussi grâce, on n'en a pas parlé avant, mais je ne sais pas si Pôle emploi est partenaire de la Chambre d'agriculture, mais c'est vrai que vous avez une aide quand vous souhaitez vous installer, on en parlera probablement après, qui s'appelle l'ACRE. Donc si vous si vous avez des droits au chômage, vous pouvez vous installer comme agriculteur et toucher vos droits au chômage pendant 1 an et demi. Donc super intéressant quand on s'installe, ça permet de ne pas sortir de trésorerie au début pour se payer, ce qui est quand même un super luxe. Après, ça devient un peu plus compliqué, donc il faut prévoir au bout d'1 an et demi d'avoir des finances pour quand même se verser de quoi vivre, de quoi s'acheter à manger, de quoi s'acheter des vêtements, forcément. Et ça a été d'une grande utilité aussi. Voilà. Et depuis 4 ans, donc le petit bébé suit son cours, ne fait que de progresser, mis à part l'année 2020 qui est assez compliquée pour toute la branche de vignerons, parce que bon, la restauration et tout l'export s'est arrêté. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à l'heure d'aujourd'hui. On a cette chance d'être producteur de vin, donc ça se garde. Ça se garde pas indéfiniment, mais bon, le stock se garde. On peut vendre aussi la possibilité de vendre en vrac, c'est super important pour un vigneron. Donc ça nous esquive des frais énormes de stockage, parce que dès que vous mettez du vin dans une bouteille, forcément, ça coûte de l'argent. Donc ce petit côté production est quand même intéressant et on peut survivre sur des mauvaises années grâce à de la vente en vrac et en se calmant sur des coûts en trésorerie qui peuvent être énormes. Donc aujourd'hui, j'espère que ça va repartir, que nos restaurants vont rouvrir et qu'on pourra enfin recommencer comme on était en 2019. Voilà. Donc je peux continuer, je peux vous parler de mon projet pendant des heures. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas le chat d'ouvert, donc je vois qu'il n'y a pas de message, donc je peux continuer. Si jamais vous avez des points que vous voulez que j'aborde. Revenir sur ton parcours avant l'installation. Oui. Et qu'est-ce que ça t'a amené par rapport à ton projet, justement? Oui, alors très important. Bon, après, vous le savez, si vous souhaitez vous installer comme agriculteur, il vous faut un peu toutes les casquettes parce que bon, moi, je suis vigneron et le vigneron est autant à la vigne que derrière le bureau, en rendez-vous avec l'expert comptable et le banquier. Voilà, c'est un métier où il vous faut un peu toutes les casquettes. Donc, moi, j'ai choisi ma formation, j'ai un BTS viticulture-œnologie. Donc, pour tout le côté technique, faire le vin, s'occuper de la vigne, comprendre le développement d'un végétal. Avant ça, j'avais fait une licence de biologie. Et après ce BTS, donc, je suis rentré en licence commerciale pour justement avoir un peu tous les aspects. Et l'aspect commerce, c'est quand même le point le plus important, je pense, dans votre installation, parce que produire, c'est facile, vendre, c'est tout autre chose. Avoir des circuits de distribution avant de s'installer, c'est super important parce que vous allez vous retrouver avec une production invendable. Après, tout dépend de ce que vous allez faire, mais bon, des choses comme du maraîchage, très compliqué si vous n'avez pas de marché derrière. Vous n'allez pas produire des courgettes et les garder pendant 2 ans avant de les vendre. Donc ça, c'est super important, avoir une commercialisation établie, pas avoir des chiffres inventés. Il faut vraiment des promesses d'achat, des promesses de partenariat. Ça, c'est le point très important. Après, tout ce qui est production, exploitation, vous allez pouvoir très bien vous faire accompagner. La Chambre d'agriculture propose des encadrants justement qui sont super qualifiés, donc qui pourront vous aider sur ces points-là. Après, le commerce n'appartient qu'à vous. Et c'est vous qui allez décider où vous allez vendre et à qui vous allez vendre. Après, de temps en temps, on n'a pas trop le choix, hein, parce qu'il faut bien vendre à un moment. Mais ça, c'est le point le plus important, votre commercialisation et vos débouchés derrière. Et du coup, la Chambre va vous aider aussi à faire votre PDE. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Votre projet sur le papier, votre business plan, en fait. Et derrière, ils vont rien inventer. Ça va être des chiffres en fonction de choses qui existent déjà. Et ce qui est important, c'est de pas vous projeter non plus trop optimiste. Voyez les choses telles qu'elles peuvent être, et voire même un petit peu moins. Ça vous permettra de suivre vos objectifs et de les dépasser même
parce que voilà, psychologiquement, c'est plus compliqué de réussir des objectifs qui sont un peu trop voilà, imaginaires et un peu trop optimistes. C'est plus facile de suivre des choses moyennes et de les dépasser que l'inverse. Voilà. Donc ça, super important. Et du coup, toutes les casquettes, un agriculteur, c'est autant un comptable qu'un commercial, qu'un employé à la vigne ou qu'un employé au maraîchage, qu'un employé à la production. Vous allez tout voir dans ce métier. Et du coup, c'est vrai que bien vous former en amont avant de vous installer, c'est important parce qu'après, avoir du temps pour se former pendant qu'on exploite et pendant qu'on commercialise, c'est quasiment impossible parce que vous allez vouloir vous consacrer entièrement à votre projet. Donc, pensez bien avant de vous installer, à vous former, même si c'est repousser le projet d'un an, continuer à bosser à côté, mettre des sous de côté, faire vraiment les choses bien et être sûr de vous. Ça va être les points les plus importants. Alors, je crois qu'on a une question dans le chat, mais j'ai un petit souci technique. Oui. Je n'ai pas accès à l'espèce Alors, je regarde. Bonjour. Pourquoi avoir fait le choix de sortir de la COP? Alors, pour vous expliquer simplement, les coopératives, donc moi j'ai acheté des vignes en appellation Ventoux, donc qui sont aujourd'hui plutôt abordables. Ça ne fait que d'augmenter en termes de prix à l'hectare et de prix à l'hectolitre. Donc j'ai choisi de sortir de la coopérative parce que je faisais du vin avant. Mon dernier poste était au Château Montredon, à Châteauneuf-du-Pape, donc j'avais une expérience d'une dizaine d'années dans le vin. J'ai travaillé un peu partout dans le monde. Donc, l'idée, ce n'était pas de cultiver mes raisins pour les mettre en coopérative avec tout le monde, parce que j'ai aussi une manière de cultiver mes vignes qui est pas mal différente de ce qui se fait dans le coin. Je ne suis pas bio, mais voilà, très, très, très ciblé, pas de désherbants, pas d'insecticides, très peu de pesticides. Et mélanger mes raisins avec mes confrères viticulteurs du village, c'était pas dans l'objectif. Et moi, l'objectif, c'était de vendre ma commercialisation en 5 ans, la totalité des 10 hectares. Donc, l'année 2020 m'a un peu refroidi, mais l'idée. Et après, on valorise aussi énormément le vin en vrac par rapport à une coopérative. Aujourd'hui, les coopératives vont vous acheter entre 70 et 90 euros l'hectolitre de vin, et vous êtes capable de le vendre sur le marché autour de 130 euros. Donc, il y a quand même une part importante qui est quand même… Voilà, il y a quand même une grosse différence entre être coopérateur et être vigneron. Donc, vous êtes viticulteur ou vous êtes vigneron, hein, vous pouvez être les deux aussi. Moi, j'ai choisi de tout sortir de la COP parce que j'étais dans la capacité de vendre ma production. Voilà. Après, très dangereux, si vous n'êtes pas dans la capacité de vendre votre vin en vrac ou votre vin en bouteille, de sortir des coopératives. C'est quand même bien de pouvoir rester dans les coopératives et aller progressivement sur de la transformation et de la commercialisation. Moi, mon point fort, c'était le commerce. Je travaillais pour un importateur de vin. Je connais très bien le marché du vin et je savais que j'étais capable de vendre 20 000 bouteilles dès la première année. Donc, 20 000 bouteilles, ça représente environ 150 hectolitres. Et j'ai produit la première année 550 hectolitres. Donc, j'ai vendu tout le reste en vrac parce que j'ai aussi des contacts sur le marché du vrac, pas des coopératives, mais des négociants qui m'achètent parce que je suis une petite structure et je produis des vins de qualité. Donc, ils savent qu'ils vont trouver des bons produits chez moi, donc plutôt facile à vendre parce que je n'ai pas des volumes faramineux. Sur des exploitations de 30, 40 hectares, tout vendre en bouteille, c'est impossible. Enfin, dès une installation, c'est impossible. Donc là, vous allez préférer garder 3/4 de part de cave coopérative, emmener 30 ou 35 hectares en coopérative et vous gardez les 4-5 meilleurs hectares pour faire des bouteilles de vin, par exemple. Moi, j'ai fait ce choix de tout commercialiser par moi-même. Voilà, parce que le système coopératif ne me correspondait pas. Après, c'est encore une fois dans l'étude de votre projet, de faisabilité, de commercialisation, de finances, parce que c'est vrai qu'une coopérative, c'est intéressant. Hein, vous vendez vos raisins au mois de septembre et après, vous vous en occupez plus. C'est pas vous qui faites le vin. Vous êtes payé tous les mois. Donc, ça, c'est un luxe que vous n'avez pas quand vous avez votre propre production. Moi, par exemple, je vais vendre 2 fois du vin en vrac dans l'année. Je vais rentrer de la trésorerie sur 1 mois et il va falloir que je la gère sur tout le reste de l'année. Être coopérateur, c'est quand même un petit luxe en termes de sécurité. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une autre question. Moi, je pense que, si je peux revenir sur Olivier, en fait, ce qui est important, c'est que par rapport au projet d'installation, voilà, lui, il connaissait sa commercialisation. Donc, en fait, c'est d'adapter son projet d'installation par rapport à ses compétences et ce qu'on veut faire de son exploitation.
Donc, lui, il avait cet avantage-là de bien connaître le circuit commercial. Donc, il savait pertinemment qu'il pouvait vendre une bouteille et qu'il voulait aller jusqu'au bout du produit. Après, il y a certaines personnes qui savent pertinemment que la partie commerciale, ce n'est pas celle qu'ils veulent forcément développer. Et donc, choisir le circuit de commercialisation qui correspond vraiment à son projet, c'est très important. C'est ça. Et puis moi, dans l'étude du projet, ce qui a été intéressant, c'est de voir l'avenir. Et c'est aussi sur ça que la Chambre d'agriculture a été un point positif, c'est que laisser des parts de vignes en coopérative aurait été dangereux, parce que le souci de laisser des parts dans des coopératives, c'est qu'il vous faut du temps pour vous retirer des coopératives. À partir du moment où vous choisissez de sortir, il vous faut entre 2 et 5 ans pour sortir vos surfaces. Donc, moi qui progresse en bouteille tous les ans, ça aurait été compliqué de prévoir quelle surface il aurait fallu que je sorte pour pouvoir produire telle quantité de bouteilles à l'avenir. Moi, j'ai choisi de tout sortir tout de suite de la coopérative pour ne pas être embêté là-dessus derrière. Mais j'avais ce marché de vin en vrac que j'avais pour pouvoir écouler justement cette production. Pour répondre à la question, je n'ai pas de raisin de table, j'ai uniquement des vignes de cuve. Donc, j'ai 7 cépages différents. J'ai replanté, là, vous voyez la parcelle sur le PowerPoint, ça c'est 1 hectare qui a été replanté en 2019, donc qui sera en production en 2022. Donc, j'ai encore un an, une bonne année à attendre. Et donc, je ne produis pas de raisin de table. J'ai un peu d'huile d'olive aussi. Les oliviers, j'ai 300 oliviers. Voilà, qui complètent un peu, mais bon, les oliviers, voilà, si vous êtes dans le monde de l'agriculture, vous savez que c'est... Ah, on a un petit souci. Et après, c'est très compliqué. Donc, toujours, la polyculture, c'est quand même bien. Avoir plusieurs cordes à son arc, c'est quand même intéressant. Surtout, voilà, faire que du raisin de cuve, c'est assez dangereux sur des mauvaises années. On sait qu'il y a quand même des maladies, des champignons, des choses qui peuvent voilà, vous compliquer la vie. Donc, c'est vrai que d'avoir des oliviers, des cerisiers, de la vigne, des fraises, des chevaux, des moutons, voilà. N'hésitez pas à aller mettre votre nez dans plein d'endroits et des petites choses qui peuvent se rattacher à un projet qui feront en sorte que de vous protéger financièrement, de pouvoir toujours avoir des productions à des moments différents de l'année aussi, c'est important. Voilà, faire des fruits en début de campagne, avoir ses raisins en fin de campagne. Voilà, puis ça vous change aussi, parce qu'avoir le nez dans la même chose toute la journée, c'est un peu rébarbatif. Hein. Quand vous avez travaillé pour quelqu'un, vous le savez mieux que personne. Là, vous verrez plein de choses, mais avoir autre chose que de la vigne, ou autre chose que des cerises, ou autre chose que du thym, du romarin, c'est important. Vous diversifier, c'est quand même très important. Donc moi, je me diversifie dans la vente de bouteilles. Voilà, c'est un peu ma diversification. En termes de production, c'est uniquement vigne et olivier. Voilà. D'accord. Merci Olivier. Merci à vous. Peut-être qu'on aura encore un peu de temps tout à l'heure pour poursuivre. On va peut-être poursuivre sur la partie plus technique de la Chambre d'agriculture. Anne ou Nadine? Alors, Nadine, on ne vous entend pas. Vous avez le micro coupé. Merci. Oui, ça va mieux en l'allumant. Donc, par rapport à l'intervention d'Olivier, c'est vrai qu'il y a un point très important qu'il a bien mis en avant, c'est l'importance qu'il y a, avant de s'installer en agriculture, de se former. Parce qu'effectivement, c'est un métier qui est complexe, qui demande des compétences très différentes. Et avoir une formation bien adaptée à son projet, c'est important. Et aussi avoir de l'expérience. Donc là, il nous a parlé de son expérience en cave, de son expérience en commercialisation, de ses atouts qu'il a pu après valoriser dans son projet d'installation. Donc, se former, c'est important. Donc, soit vous avez effectivement déjà une formation de base agricole et de l'expérience, soit c'est quelque chose qu'on peut aborder lorsqu'on se rencontre dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisée dont Anne vous a parlé, vous a présenté rapidement en début de séance. Donc, c'est un temps où on va faire le point sur votre projet, sur les formations, l'expérience que vous avez, et on va voir avec vous les besoins que vous pourriez avoir de compléter ces acquis par des formations complémentaires, par des stages pratiques. Donc, la formation diplômante, eh bien, vous pouvez faire une formation type BPREA, une formation pour adultes dans le centre de formation. C'est un diplôme qui est de niveau 4, qui est donc reconnu
et qui est fait et conçu pour justement ceux qui ont un projet d'installation. Donc l'avantage, c'est d'avoir une formation qui va durer, qui va être complète, qui va aborder toutes les dimensions des compétences que doit avoir un exploitant agricole, qui peut être reconnu aussi dans d'autres milieux que l'installation, et qui en plus est nécessaire pour avoir accès à la DGA dont on va parler plus tard, puisqu'il faut avoir au minimum un diplôme de niveau 4. Ensuite, on peut aussi, dans le cadre de ce plan de professionnalisation, voir quel type de formation complémentaire vous pourriez avoir, qui peuvent être des formations techniques. Si par exemple, vous avez une formation de base, une formation initiale en polyculture élevage et que vous voulez faire du maraîchage, bon, c'est quand même bien d'avoir un minimum de connaissances sur les techniques en maraîchage, qui sont forcément très différentes. Et puis, il y a aussi tout ce qui est des formations avec des objectifs entrepreneuriaux et création d'entreprises dont a parlé Anne au tout début. Alors Nadine, à ce niveau-là, Bernard Piet a posé une question, à savoir s'il existe une formation à la création d'entreprises dans les lycées agricoles. Alors, dans les lycées agricoles, il y a des formations qui sont agricoles, qui sont les niveaux bac pro, BTS, etc. Il n'y a pas forcément des formations alors qui vont plus ou moins préparer à être exploitant agricole. Hein. Si on a un bac pro style GEA, c'est aussi prévu dans un objectif de devenir agriculteur par la suite. Par contre, des formations vraiment axées sur le projet de création d'entreprise, c'est pas dans les lycées, ça va se trouver soit en centre de formation avec la formation longue type BPREA, soit en chambre d'agriculture. D'accord, merci Nadine. Voilà. Après, pour tout ce qui est acquisition d'expérience, donc il y a bien sûr travailler dans différentes exploitations et entreprises avant de s'installer, c'est ce qu'a fait Olivier, mais on peut aussi proposer, et ça c'est un peu une particularité, des stages pratiques sur des exploitations agricoles. Donc des stages qui peuvent faire jusqu'à 6 mois et qui vont donc permettre de voir le fonctionnement global d'une exploitation pendant toute cette période-là et qui va venir compléter donc une formation théorique en centre. Donc c'est des stages qui se font chez des exploitants qui ont une envie de transmettre leur savoir-faire et leurs compétences. Et qui vont donc vous accueillir sur ces stages-là, qui sont inscrits sur une liste des maîtres de stage, qui est gérée par la Chambre d'agriculture. Voilà, et pendant ces périodes de stage, eh bien, soit vous êtes un demandeur d'emploi et vous conservez ce statut-là, vous êtes en quelque sorte stagiaire de la formation professionnelle, et vous pouvez avoir un maintien de vos allocations au chômage, soit vous ne pouvez pas bénéficier de ce statut et auquel cas vous pouvez avoir un statut de stagiaire agricole avec une rémunération minimale que doit vous verser le maître de stage, plus un complément avec des bourses de stage versées par l'État. Ça, c'est voilà, pour les stages pratiques. Et après, on a un autre type de stage qui est plus particulier, qui est moins fréquent. C'est lorsque vous faites votre stage sur l'exploitation sur laquelle vous allez vous installer. Donc là, c'est forcément pas pour ceux qui s'installent au cadre familial, c'est-à-dire pas pour ceux qui reprennent l'exploitation familiale. C'est une façon, au-delà d'acquérir de l'expérience et des compétences pratiques complémentaires, c'est aussi une première étape dans la transmission de l'exploitation. Donc voilà, ça peut se faire chez quelqu'un qui envisage de céder son exploitation ou alors si vous avez un projet d'association sur l'exploitation sur laquelle aussi vous envisagez de vous installer en association pour tester aussi ce projet d'association. Donc voilà un peu les différentes possibilités qu'on peut vous proposer dans le cadre d'un plan de professionnalisation personnalisé. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça dans le chat ou s'il y a des personnes qui veulent s'exprimer par rapport à leur cas personnel, peut-être. Pas pour l'instant, mais n'hésitez pas. Moi, je vais rajouter quelque chose sur la dernière diapo au niveau des formations. Par exemple, moi, je n'avais jamais conduit de tracteur avant de m'installer.
Donc ça, point positif, c'est que la Chambre d'agriculture m'a proposé une formation de conduite d'engins agricoles, en fait, qui venait compléter le manque de compétences que j'avais. Donc voilà, ils sont très réactifs, ils ont des choses à vous proposer pour un peu tous les domaines où vous allez être voilà, le moins bon, on va dire. Et tous vos points positifs, vous allez vous appuyer dessus, mais c'est vrai que ces petites formations sont quand même super intéressantes, le catalogue est très complet et vous avez du choix tout au long de l'année. Après, je ne sais pas avec le Covid comment ça marche et dans quel cas vous vous retrouvez, mais super intéressant et très utile. C'est des formations qui vont être utiles, c'est pas juste des formations pour avoir une signature sur un bout de papier, c'est des choses qui vont vous permettre d'acquérir de l'expérience que vous n'avez pas. Donc, très important de s'y plonger et de prendre le temps d'y aller en amont, comme je disais, avant de s'installer. Après, c'est bien de le faire aussi pendant, mais trouver du temps, c'est compliqué. Donc, vraiment bien le faire en amont. D'accord. Merci Olivier. Alors, comment constituer son exploitation? Donc, du coup, on a plusieurs scénarios possibles, hein, où on peut être dans le cas d'une transition d'une exploitation existante. Donc, c'était un petit peu le cas pour Olivier Legranger, cette transmission, elle peut être dans le cadre familial ou une reprise au cadre familial. Donc là, il faut savoir qu'est-ce que vous allez reprendre, à quel prix et comment. Donc, ça peut se faire par achat, mais ça peut se faire aussi par location, avec une partie en achat, une partie en location. Et si on est dans le cadre familial, il peut y avoir aussi des donations qui permettent cette transmission de moyens de production qui peuvent parfois, dans certains cas, représenter un capital important et qui conviennent de bien préparer en amont pour faciliter cette transmission. Même dans le cadre familial, ça doit se préparer à l'avance et puis aussi pour en atténuer le coût. Voilà, donc ça, c'est une mode d'installation par transmission d'une exploitation familiale. On peut aussi avoir une installation par association avec un exploitant en place. Donc, ça peut, là, du coup, vous allez rentrer sur une structure qui existe déjà et devoir soit créer une société, si la société n'existe pas, soit racheter des parts sociales. Donc là, effectivement, il y a aussi savoir qu'est-ce qu'il y a comme bien, qu'est-ce que vous allez racheter en rachetant ces parts sociales. Il y a aussi la question, et c'est pour ça que dans certains cas, on va préconiser ou conseiller de faire des périodes à l'essai, parce qu'il va falloir trouver un terrain d'entente et s'assurer qu'on a bien les mêmes objectifs avec l'exploitant qui est déjà en place, qui a une historique, qui a ses objectifs. Donc, ça peut être ce stage de parrainage, ça peut être une période de salarié aussi. Et après, on a aussi des cas où on a des reprises progressives de foncier qui se font petit à petit en fonction des opportunités qui se présentent, par achat, par location, en passant donc d'abord peut-être en n'ayant pas le statut d'agriculteur parce qu'il n'y aura pas suffisamment de surface, mais petit à petit, on monte en puissance. Donc, bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients dans chacun de ces scénarios. Et ça va surtout dépendre des opportunités aussi que vous allez avoir et qui vont se présenter à vous. D'accord. Donc, lorsqu'on n'a pas de foncier ou chercher, eh bien, on a la SAFER, Olivier Legranger en a parlé, qui est une structure intervenant dans le foncier qui peut donc avoir des offres ou faire des appels à candidature lorsqu'ils sont en préemption lors d'une vente de foncier. Vous avez la Chambre d'agriculture aussi qui tient un répertoire des parts installation dont l'objectif est de mettre en relation des agriculteurs qui cessent leur activité, qui cherchent un repreneur avec des candidats à l'installation. Et puis après, vous avez aussi les coopératives qui peuvent être actives puisque notamment les caves coopératives vont être à la recherche de nouveaux coopérateurs et donc être au courant de coopérateurs qui peuvent partir à la retraite. Donc ça, c'est surtout, bien sûr, quand on a un projet d'installation et d'apport en coopérative.
Après, bon, les petites annonces, les agences immobilières, là, c'est souvent plutôt des biens qui ont une valeur patrimoniale importante. Et puis après aussi, et je dirais presque surtout, le bouche à oreille et votre réseau professionnel que vous allez vous construire. C'est même souvent par là que ça commence. D'accord, merci. Pour ajouter un petit peu sur la diapo, voilà, de mon expérience, là, contactez la SAFER quand vous voulez vous installer. C'est super important parce que, pour vous donner mon exemple, quand j'ai voulu acheter la vigne, il n'y avait aucun voisin de la personne à qui j'ai acheté les terres qui était intéressé par l'achat des terres. Et à partir du moment où je me suis positionné pour l'achat, il y avait au moins 3 personnes par parcelle qui étaient intéressées à l'achat, en fait. Donc, quand vous n'êtes pas dans le monde de l'agriculture, vous n'êtes pas dans le monde de l'agriculture. Il n'y a personne qui vous connaît et il n'y a personne qui veut de vous à côté d'eux. Donc, la SAFER, moi, m'a un peu sauvé la mise parce qu'elle a pu préempter, donc acheter et me revendre derrière. Sinon, je n'aurais pas pu m'installer, simplement, hein, sans la SAFER. Donc, c'est vrai que ce lien est super important et ils ont des conseillers qui sont très réactifs et qui sont à l'écoute. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Voilà. Oui, si je peux ajouter quelque chose, Olivier aussi a été attributaire, ce qu'on appelle une attributaire SAFER, parce que l'installation est une priorité dans le département du Vaucluse et l'installation des jeunes agriculteurs en particulier. Et que, en fait, par sa formation et par son parcours à l'installation, il cochait des cases qui faisaient qu'il était prioritaire à l'installation par rapport à ses voisins notamment. Ok, Oui. Merci pour cette précision. Sur le chiffrage du projet et sur la recherche de financement. Voilà, donc là, je vais peut-être passer un peu rapidement, puisque du coup, Olivier en avait pas mal parlé déjà, de l'importance de bien chiffrer son projet, de ne pas partir sur des hypothèses trop optimistes, ni trop pessimistes d'ailleurs non plus, d'essayer d'être plus juste. Pour vérifier la faisabilité économique de votre projet, déjà pour vous, savoir est-ce que vous allez pouvoir en vivre, est-ce que vous allez pouvoir faire face à vos engagements financiers, et aussi pour servir de base à des demandes de financement. Donc la DGA, on va en parler tout à l'heure, vous allez solliciter aussi des prêts bancaires. Il vous faudra un prévisionnel sur au moins 4 ans. Alors 4 ans parce que c'est là aujourd'hui la durée des engagements jeunes agriculteurs. Donc c'est en général sur cette durée-là qu'on va faire les prévisionnels. Vous avez aussi la possibilité, ça c'est peut-être que vous avez assisté à d'autres webinaires et que ça avait été évoqué. Donc il y a les plateformes initiatives qui donc, ont la possibilité d'octroyer des prêts d'honneur à des créateurs d'entreprises, et c'est ouvert aussi aux projets agricoles. Donc, voilà pour le chiffrage du projet. Donc, zoom sur la DGA. Donc là, je laisse du coup la parole à Anne. Donc, en fait, le point accueil installation, la Chambre d'agriculture accompagne tous les gens qui ont des projets d'installation en agriculture, mais il y a une aide qui est proposée aux jeunes agriculteurs. Donc, être jeune agriculteur, il y a des conditions, en fait. Donc, il faut avoir moins de 40 ans, être titulaire d'un diplôme de niveau 4, donc le BPRA dont Nadine a fait allusion tout à l'heure, avoir fait un plan de professionnalisation personnalisé, c'est-à-dire être rentré dans un parcours à l'installation et démontrer la viabilité de son projet à travers cette étude économique. Donc, d'un point de vue réglementaire, l'État et l'Europe qui cofinancent en fait cette aide demandent à ce que le plan d'entreprise démontre que la 4e année après l'installation, l'exploitation dégage entre 1 et 3 SMIC de revenus. D'accord. Donc, le fait de rentrer dans tous ces critères fait que vous avez droit à de l'argent qui vous est donné au moment de votre installation. Donc, comme l'a précisé Olivier, ce n'est pas forcément de suite, mais dans les quelques mois qui suivent l'installation. Donc, elle se présente sous 2 formes. Enfin, il y a une base, un plancher. Donc, il faut savoir qu'en Vaucluse, on a 2 zones distinctes, une zone de plaine et une zone de montagne, qui déterminent un plancher. Et après, nous avons des modulations. Donc, il y a 5 modulations, 2 nationales et 3 régionales. Et donc, chaque fois que le candidat à l'installation choisit une de ces modulations,
ou peut bénéficier de cette modulation, parce que hors cadre familial, on ne choisit pas, c'est où on l'est ou on ne l'est pas, sa dotation est majorée de 10%. Et s'il l'investit sur son projet d'installation, si ça représente une certaine somme, on peut abonder cette base de dotation. Et le montant lié, le montant global, en fait, 80% leur est accordé au moment de leur installation, les quelques mois que c'est l'installation, et donc les 20% restants leur sont accordés dans la 5e année, puisque l'engagement, c'est de 4 ans. Donc, on vérifie que le jeune a bien respecté l'étude économique qu'il avait fait. Et donc, au bout de la 5e année, on vérifie. Et si les engagements ont été respectés, l'État donne les 20% restants. D'accord. Est-ce que vous avez dit? Donc, c'est de l'argent qui est donné. Ce sont des On a subventions. respecté. Ouais. Voilà, c'est pas une subvention. Enfin, c'est une subvention. C'est une subvention, c'est pas un prêt. C'est pas un prêt. Ça aide bien au démarrage, en tout cas. Hein. Ben, comme disait Olivier, en général, ça aide pour pouvoir se créer une trésorerie. Pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier de l'ACRE, de pouvoir ne pas prélever sur l'exploitation. Voilà. Donc, c'est une aide qui peut être importante au niveau de l'installation et qui peut se cumuler notamment avec l'ACRE. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Oui, c'est très intéressant pour ajouter, c'est très intéressant pour acheter du matériel d'occasion quand on s'installe, en fait. Surtout si vous avez l'ACRE, voilà, du matériel, parce que vous ajoutez encore des crédits sur des crédits que vous avez déjà faits. C'est compliqué au début de démarrer avec 15-20 000 euros de crédit en plus pour du matériel, surtout que le matériel tombe en panne. Vous ne pourrez pas acheter du neuf dès le départ ou assez compliqué. Donc, ça aide pas mal à acheter du matériel d'occasion. Moi, grâce à cette aide, j'ai pu acheter tout le matériel pour mener mon exploitation. Donc, quand même super intéressant, quoi. Après, vous avez d'autres possibilités pour acheter du matériel et penchez-vous sur France Agrimaire qui peut vous aider et vous financer du matériel neuf, vous aider à financer du matériel neuf. Mais cette DJA est très, très utile au début pour justement s'équiper, quoi, parce que c'est les plus gros besoins. Hein, l'équipement, ça vous évitera de gratter les sols pendant des journées et des journées, quoi. Voilà, non, mais votre temps est le plus précieux. Il va devenir de plus en plus précieux. Donc, n'hésitez pas à vous servir de cette DJA si vous avez l'ACRE pour pouvoir justement acheter du matériel qui vous permettra de gagner du temps, quoi. J'ai une question pour Anne et Nadine. Est-ce que pour une personne qui ne peut pas avoir accès donc, à la DJA, donc qui a peut-être plus de 40 ans, par exemple, ou qui n'a pas le diplôme, comment est-ce qu'il peut être accompagné? Est-ce qu'il y a quand même des possibilités d'accompagnement et de création? L'accompagnement est le même qu'on soit jeune agriculteur ou pas. La Chambre d'agriculture accompagne les personnes ayant des projets d'installation de la même façon. Mais est-ce que les difficultés... Le PPP, les formations, les stages en exploitation, tout ça peut être éligible à n'importe quel candidat à l'installation. La seule différence qu'il y a, c'est que quelqu'un qui ni diplôme ou plus de 40 ans de toute façon, il ne pourra pas bénéficier de la dotation. D'accord. Est-ce que du coup, ça ne met pas plus en difficulté l'entrepreneur qui a envie de s'engager sur cette voie-là, ou il essaie de trouver d'autres alternatives, en fait? Après, voilà, ça dépend aussi de son passé, de son historique personnel, les moyens qu'il a, l'exploitation qu'il veut mettre en place. Parce que là, Olivier, il parle sur des cultures pérennes, mais s'il y a des cultures annuelles, par exemple, on peut penser que les revenus sont plus rapides que sur des cultures pérennes. Après, tout dépend vraiment du projet d'installation, de ce que lui veut mettre en place et du temps qu'il va mettre, qui lui sera nécessaire pour le mettre en place. D'accord. Merci, Anne. On a une question de Popo. Le partage de matériel n'existe pas, pour l'interrogation, entre exploitants, se partager un tracteur, par exemple, ou autre? Si, Pauline, ça existe. Ça s'appelle une CUMA, mais le petit souci que je vais te donner, c'est que le tracteur, vous allez tous en avoir besoin en même temps. Au même moment. Voilà, c'est le gros problème. Hein. Dès que vous allez vouloir acheter des outils qui coûtent de l'argent, vous allez vouloir vous associer, mais vous en avez tous besoin en même temps. Donc, c'est assez compliqué. Ça se fait sur des choses comme des machines à vendanger ou des outils qui sont très, très chers et que vous ne pouvez pas financer seul. Mais du petit matériel, compliqué de le partager parce qu'en plus, ça casse. Donc, vous allez tous en avoir besoin en même temps. Et si votre voisin va le casser avant vous, vous allez avoir 2 semaines de réparation, pas pouvoir le passer au bon moment. Et voilà, ça peut être préjudiciable comme ultra positif financièrement, mais c'est assez dangereux, quoi. Oui,
Ce que dit Olivier est très vrai en fait. En général, les CUMA, elles ont des gros outils, du gros matériel, mais des matériels qui n'est pas indispensable tout le long de l'année à un exploitant agricole. Parce que c'est vrai qu'ils en ont besoin tout ce moment. Un tracteur, un pulvé et un peu de matériel à mettre derrière le tracteur, ça paraît indispensable pour chaque agriculteur. D'accord, merci pour ces précisions. On a Bernard Piette qui pose une question, à savoir si l'affectation de la DGA doit être précisée ou est-elle au choix du créateur? Elle est au choix du créateur. D'accord, bien, merci. La seule chose, c'est qu'effectivement, elle doit être apportée à l'exploitation. Donc, si on est en société, il faut que la DGA soit apportée à la société. Par contre, il n'y a aucun contrôle sur l'utilisation qui en est faite, puisque même sa fonction première, c'est de participer au financement de la trésorerie. D'accord, merci. Alors, un zoom sur les aides de Pôle emploi. Voilà, donc Nadine en a un peu parlé tout à l'heure. Donc, en fait, dans le cadre de l'installation, donc un exploitant agricole, c'est un chef d'entreprise, donc il peut bénéficier de toutes les aides qui existent pour les créateurs d'entreprises. Donc, comme Olivier l'a dit, donc lorsqu'on est demandeur d'emploi indemnisé par Pôle emploi, on peut demander à percevoir en fait ou le maintien de ses indemnités pendant un certain temps, ou aussi pouvoir demander de mobiliser une partie de ces indemnités pour justement créer aussi un fonds de trésorerie pour pouvoir acheter du petit matériel s'il en manque. Donc, il y a différentes façons de pouvoir monopoliser, on va dire, ces indemnités Pôle emploi en fonction des besoins du créateur d'entreprise. Et ça, c'est pour tout candidat à l'installation, que ce soit un jeune agriculteur ou pas, sachant que pour les jeunes, en plus, ils peuvent voir et la dotation et les aides Pôle emploi. D'accord. Les autres services de la Chambre. Donc, l'accompagnement que l'on propose au nouvel exploitant, donc Olivier en a parlé, pendant les 4 premières années, donc un conseiller d'entreprise qui régulièrement fait le point avec l'exploitant et l'accompagne dans les évolutions de son projet, qui n'est plus un projet, qui est dans sa phase opérationnelle. Et après, au niveau de la Chambre d'agriculture, on a d'autres services aussi qui peuvent être utiles à des exploitants agricoles, et y compris ceux en phase d'installation. Donc, c'est l'accompagnement à la conversion en agriculture biologique, qui se fait par un tandem conseiller d'entreprise et conseiller technique. On a le point accueil transmission pour des conseils en transmission d'exploitation. Donc là, c'est plutôt le public, c'est plutôt les cédants. Mais lorsque vous êtes en phase de reprise d'une exploitation, vous pouvez être amené à rencontrer quelqu'un pour évoquer avec lui les différents scénarios de transmission de l'exploitation. On a aussi des équipes techniques pour des conseils techniques en viticulture, arboriculture, maraîchage, élevage. On s'occupe de l'animation du réseau Bienvenue à la ferme, et on a une équipe de chargés de mission qui peut apporter des conseils pour développer la vente en circuit court notamment. Et puis, on a tout un service qui s'occupe d'informations et de conseils sur différentes thématiques, l'urbanisme, lorsqu'on a une demande de permis de construire, par exemple, pour aménager un bâtiment technique, des réglementations concernant l'environnement, avec notamment toutes les problématiques actuelles autour de l'accès à l'eau, la gestion des déchets, les phytosanitaires, et puis... Les formations courtes tout le long de la vie de l'agriculteur. Je ne vois pas le bas de la diapo, donc j'ai dit un petit... Voilà, donc tout un service, un ensemble de services à la Chambre d'agriculture. Alors moi j'avais 2 questions. Alors il y a Bernard qui pose une question, à savoir si la Chambre d'agriculture aide aux emplois saisonniers du secteur agricole. Ça veut dire quoi, aide, pour vous? Bernard va préciser. C'est aide à la recherche d'activités. Je fais le lien avec ce qu'on fait actuellement sur le Forum des emplois à Avignon, à Carpentras. Il y a une partie des activités saisonnières pour lesquelles il y a des jeunes, notamment, qui recherchent des emplois. Et donc, est-ce qu'il y a une offre qui existe via la Chambre d'agriculture ou autre? Alors, la Chambre d'agriculture ne le fait pas. Par contre, il existe une organisme qui s'appelle l'ADPEA,
qui met en relation des exploitants agricoles et des personnes qui souhaitent travailler dans le secteur agricole. Et c'est souvent pour des saisons. Parce que le gros de l'embauche se fait souvent en saison. Bernard, ça répond à ta question? Oui, absolument. Merci. Et Bernard, pour préciser, quand tu exploites, quand tu emploies des saisonniers, tu as des allègements de charges au niveau de la MSA. Donc, par rapport à un employé classique, ça te coûtera pas trop cher en charge patronale. C'est le petit point positif. Merci Olivier. Moi, j'avais une question pour Olivier justement sur la partie bio. Est-ce que tu as développé un petit peu, toi, le côté bio ou pas? Comment tu te situes par rapport à ça? Alors, sujet complexe. Si tu peux parler, si tu peux partager. Alors, oui, je peux en parler, on ne sera pas tous d'accord sur ce point. Le bio, je m'en fous. En fait, je m'en fous d'avoir une pastille verte sur ma bouteille parce qu'aujourd'hui, j'arrive à vendre mes vins sans ça. Il y a un point commercial qui ne me plaît pas du tout dans le bio, qui est un argument de vente qui est complètement détaché de ce qu'un vigneron pourrait faire. Donc moi, je ne suis pas en bio, mais je pourrais l'être, si vous voulez. Comme je pense une bonne grosse partie des agriculteurs français. Donc je ne désherbe plus chimiquement, parce qu'aujourd'hui, de toute manière, le consommateur s'intéresse à ce qu'il met dans son assiette et dans son verre. Donc, les premières questions que j'ai, moi, quand j'ai des clients au caveau, c'est où sont vos vignes? Est-ce qu'on peut les voir? Comment vous travaillez? Etc. Donc, moi, je mets en avant mes méthodes culturales grâce aux réseaux sociaux. Donc, je montre beaucoup ce que je fais. J'essaye, en tout cas, de trouver du temps pour le montrer. Mais bon, le bio est un plus commercial si jamais vous vous installez. Puis en plus, vous avez une DJA qui est un peu augmentée. Donc, si vous avez projet de passer en bio dans les quelques années, mettez ce projet à aboutissement tout de suite et passez en bio tout de suite si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Après, dans la vigne, nous, on a des soucis quand même, des grosses pressions. Moi, quand j'ai acheté en 2016, il y avait un champignon qui a ravagé le village et l'appellation qui s'appelle le Black Rot. Donc, j'ai acheté en 2016. En 2015, il avait perdu 90% de sa vendange. Donc, c'était trop risqué. Il y avait 3 vignerons bio sur 5 de la commune qui étaient sortis du bio justement pour lutter contre ça. Donc après, tout dépend de ce que vous faites, de où vous voulez aller et de votre façon de travailler, votre façon de penser. Après, c'est sûr que c'est un atout d'être en bio, mais bon, le meilleur atout, c'est vous, c'est votre façon d'en parler. Et moi, les consommateurs qui achètent mon vin repartent de chez moi heureux d'avoir acheté le vin parce qu'ils comprennent, ils le voient grâce aux photos, ils le voient. Et je suis le premier consommateur de mon produit et j'ai une trentaine d'années. Donc, aujourd'hui, de toute façon, on sera tous en bio dans 10 ans. Hein, il n'y aura plus de chimie de synthèse. Donc, il faut y aller de toute manière. Quoi. Après, y aller pour avoir une pastille verte et un agrément, ça n'appartient qu'à vous. Donc, en fait, tu n'as pas l'étiquette, mais tu as la démarche quand même. Exactement, tout à fait. Je fais de l'agroforesterie, si vous voulez. Je plante des arbres au milieu des vignes. Je désherbe plus, donc je me suis équipé d'outils qui me permettent de pallier à ce genre de choses. Et ces outils sont financés par France Agrimaire. Donc vous allez être aidé à hauteur de 40-50% en fonction des outils pour pallier à ces méthodes conventionnelles, entre guillemets. Donc moi, je suis en agriculture conventionnelle, je n'ai pas fait les démarches HVE ou bio. Et le bio, il faut savoir que c'est beaucoup de contrôle et c'est aussi vous qui allez payer ses propres contrôles. Donc, vous allez vous faire contrôler par surprise et en plus payer le contrôleur. Donc, voilà, il faut vous positionner voilà, comme vous voulez, mais c'est d'un point de vue personnel. Après, c'est un super argument commercial d'être en bio aujourd'hui. Okay. Merci Olivier. Donc, on arrive à la fin du webinaire. Donc, pour démarrer du bon pied, on peut contacter le point accueil installation. Vous souhaitez dire un petit mot de clôture? Donc, oui, en fait, ce qu'il faut peut-être retenir, s'il y a quelque chose à retenir de ce web, c'est qu'en fait, voilà, la Chambre d'agriculture accueille et accompagne tout porteur de projet, quel qu'il soit. Jeune ou moins jeune. Quel qu'il soit. Et quel que soit son profil initial. Oui, tout à fait. Oui. Toute personne ayant un projet d'installation d'agriculture ou souhaitant travailler dans l'agriculture comme exploitant agricole. On a une dernière question de Christelle. Est-ce que la lombriculture peut être considérée comme un projet agricole? En fait, c'est une activité agricole. C'est reconnu par... ça dépend de l'activité agricole.
D'accord. Donc, Christelle, vous pourrez vous rapprocher du point accueil installation. Donc, les coordonnées sont juste là sur le PowerPoint, donc il va vous être envoyé dans la journée. Mais écoutez, merci beaucoup Olivier, Nadine, Anne, c'était très intéressant. Merci aux participants et à vos questions. Merci à vous. Notre prochain webinaire donc, sera sur un autre sujet. Donc, si vous êtes intéressé par l'agriculture, vous ne serez peut-être pas intéressé par le service à la personne, mais en tout cas, on sait que c'est un secteur qui est porteur. Une thématique qui se déroulera donc mardi prochain, mardi 30 à 10 h. Voilà, et nous remercions tous les partenaires qui ont participé à l'organisation de ces webinaires. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.